Bonjour, merci de rester fidèle à votre émission Opinion plurielle et bienvenue à ce deuxième numéro. Aujourd'hui, comme le tout premier numéro, nous parlons encore de réconciliation sous le thème réconciliation et cohésion sociale en Afrique. Quelles approches pour quels résultats? Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes en studio avec nos invités. Konomba Traoré, vous êtes traditionnaliste. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Bienvenue. Et à votre gauche et juste à moi, à ma droite, professeur Albert Ouedraogo, vous êtes enseignant-chercheur à l'université. Bienvenue. Merci beaucoup. Et notre troisième invité aujourd'hui, il est auteur et juriste, Amadou Traoré. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie. Okay. Voilà, le décor et le plateau ainsi présenté. Aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, nous parlons de réconciliation et de cohésion sociale en Afrique. Quelles approches pour quels résultats? Dans le tout premier numéro, nous avons commencé déjà par aborder la question. Aujourd'hui, nous allons continuer pour voir quelle forme de justice faut-il pratiquer, puisqu'on était convenu au niveau du premier numéro qu'il fallait une sorte de justice, mais quelle justice pour avoir quel résultat pour aboutir réellement à une réconciliation en Afrique? La question préoccupe plusieurs pays du continent et c'est justement de cela que nous parlons. Alors nous allons commencer avec vous, professeur. Je vais directement vous adresser cette question. Selon vous, c'est quoi le modèle de justice qu'il faut pratiquer pour aboutir à la réconciliation? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative qui nous permet d'approfondir un peu les débats concernant une question d'actualité et voir un peu quelles solutions préconiser pour le cas du Burkina. Je dirais que la justice, on est tous d'accord qu'aucune réconciliation véritable ne peut se construire sans qu'il y ait de la vérité, sans qu'il y ait de la justice. Et sinon, ce serait vraiment, on a déjà essayé avec la Journée nationale du pardon, où la vérité n'a vraiment pas été mise au cœur de la démarche. Et puis également, on n'a pas eu la sincérité, on n'a pas eu les aveux, et on a voulu faire tout dans la précipitation, donc du coup ça donnait quelque chose de très folklorique, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et c'est pourquoi moi personnellement, je pense qu'au regard de la situation du Burkina, il nous faut opter pour une justice duelle, c'est-à-dire une justice duelle, une justice qui prenne en compte nos valeurs traditionnelles, certaines de nos valeurs traditionnelles, et puis une autre justice qui va être celle de la justice dite moderne, avec des procès, et c'est pourquoi il y a lieu de faire en sorte que, en ce qui concerne les crimes les plus graves en relation avec, par exemple, des violations de vie, que l'on aille vers une justice qui demande aux coupables de rendre compte devant les juridictions. Et puis ça, c'est pour moi les penseurs de la violence, les concepteurs de la violence qui ont quand même peut-être amené à ôter la vie de certaines personnes. J'estime que pour ces personnes-là, ils devraient être passés devant les juridictions modernes. Mais quant aux porteurs d'eau, à ceux qui ont reçu les ordres, à ceux qui n'avaient pas le choix que de faire ce qu'on leur a demandé, je crois qu'on peut appliquer les juridictions dites transitionnelles. Parce qu'ils ne sont pas les concepteurs, ils ne sont pas les décideurs, ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, et ils étaient en droit de recevoir ces ordres, ou bien c'était eux-mêmes qui allaient y succomber. Donc pour moi, tous ces gars, et c'est les plus nombreux, on peut passer par les juridictions traditionnelles qui consistent à les écouter et à comprendre les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, à avoir aussi leur repentance par rapport à ce qui s'est passé, la vérité qu'ils ont pour que les victimes aient au moins la conscience plus éclairée, afin qu'on puisse éventuellement les absoudre de la sinistre besogne qui leur a été imposée. Mais les concepteurs, parce que vous pouvez être celui qui a tiré, mais en réalité, ce n'est pas vous le vrai assassin. C'est le donneur d'ordre qui est le vrai assassin.
Donc il faut faire la part des choses et j'estime que les donneurs d'ordre devraient passer devant les juridictions modernes. Okay. Maintenant, si nous disons que c'est le donneur d'ordre qui est le vrai assassin, mais c'est vous qui avez tiré, oui. Est-ce que face au caractère sacré d'une vie, est-ce qu'on peut trouver une excuse parce que j'ai reçu les ordres? On peut trouver des excuses. Parce que si vous êtes dans une situation où il faut tuer pour ne pas être tué soi-même, ben, vous êtes dans une situation où on sait que vous n'êtes pas libre de votre attitude. Ok. Konomba Traoré, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Il va sans dire que nous sommes en Afrique et comme l'Afrique a des sensibilités culturelles différentes là, chaque pays ou chaque société a soit son modèle de réconciliation, de justice, etc. etc. Donc on ne saurait prendre aucun pays comme modèle. Oui, ça c'est clair. Et donc au Burkina, nous devons, par conséquent, nous devons prendre les choses à notre compte national. C'est-à-dire que, en regardant les traditions du pays, les diverses traditions du pays, bon, elles sont tellement différentes que, disons, la morale et tout ce qu'on appelle droits humains sont forcément ce qui est droits humains ici, ça peut ne pas être pris en compte de l'autre côté. Oui. Donc dans nous devons asseoir notre système de justice. Et le professeur, je suis d'accord avec lui sur ce qu'il dit, parce que la justice traditionnelle est face aujourd'hui à la justice moderne. Oui. On ne peut supprimer aucune de ces justices-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il serait intelligent donc de combiner ces deux modes de justice-là. Ah oui, de savoir où il faut appliquer, dans quel contexte il faut appliquer l'une ou l'autre. Okay. Maintenant, et si on pouvait faire la synthèse de ces deux justices-là, je crois qu'on peut arriver à quelque chose d'acceptable. Okay. Vous voyez, par exemple, dans la justice traditionnelle, quand deux quartiers, puisque pour concevoir le pays là, on prend exemple sur sur la famille, la petite famille, ou sur le village, qui est la cellule de base même de la société. Bon, dans le village, un quartier s'élève pour aller agresser l'autre pour des raisons. Bon, comment on résout ce genre de problème? Le chef de quartier agressé va s'en référer au chef de village qui, avec son collège de chefs de terre et de notables, ils vont se saisir de cette question-là et puis convoquer deux chefs de quartier pour en parler. Et donc, s'il se trouve qu'il y a un quartier qui a été fautif, comment faire pour régler cette affaire? Et c'est justement le comment qui nous intéresse. On règle ça comment? Bon, il faut d'abord la vérité. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Il faut qu'on connaisse les deux parties en face. Qui a fait quoi? Il faut qu'on connaisse ces choses-là. Et en fait, qui demande réconciliation, qui demande pardon, etc. etc. Mais au-delà du fait que le chef de quartier qui a été agressé, par exemple, dont la population a été agressée, s'en remettre au chef de village, mais le chef de village a autour de lui un état-major d'informateurs, etc., etc. Vous vérifiez les faits. Oui, mais parce que le chef de quartier peut ne pas venir. Et dans ce cas-là, comment on fait? C'est quand même quelque chose qui s'est passé mal au village et il faut le résoudre. Mais le chef de village, il se fait comme le procureur de façon moderne, qui n'a pas besoin d'attendre qu'on lui dise, on le voit parce que tel crime a été commis. Il peut s'en saisir directement. Donc il convoque les deux et puis maintenant on demande de s'expliquer. Il s'explique. Et le chef de village peut les renvoyer pour aller d'abord
entre eux, se concerter. Parce que ça peut se résoudre là. Oui. Les deux chefs de quartier là peuvent s'entendre et puis dire, bon, on se réconcilie. On se réconcilie. Oui, Mais oui. on ne peut pas se réconcilier comme ça sans la justice. Il y a des dommages qui ont été commis. Il y a des réparations à faire. Voilà, justement. Sur le plan moral, sur le plan matériel, etc. etc. Et si les deux chefs de quartier n'ont pas pu s'entendre, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie un griot ou un forgeron. Ce sont les facilitateurs ça, de la société traditionnelle. Et généralement, on ne refuse pas la médiation d'un griot ou d'un forgeron parce que ça porte malheur. Donc la société traditionnelle, oui, la société traditionnelle, c'est une arme redoutable pour la réconciliation là-bas. Là. Parce que quoi qu'il en soit, on demande à ce que vous soyez d'accord, vous réconciliez. Mais cela n'exclut pas la justice et les réparations et les punitions. Même le pardon n'exclut pas ça. Dans la société traditionnelle, le pardon n'exclut pas ça. Okay. Parce je voudrais vous poser une autre travailler question. À dissuader les malfaiteurs. Oui, maintenant, si parmi les malfaiteurs, il y a quelqu'un qui a reçu l'ordre, et en exécutant cet ordre-là, il va enlever la vie à quelqu'un d'autre, on lui fait quoi? Ce n'est pas lui qui a préparé le coup. Lui, on lui a dit, va exécuter, il est allé exécuter, il a respecté les ordres. Comment le traite-t-on au regard de au regard des traditions? Comment traite-t-on ce genre de situation? Il va sans dire que le commanditaire est très important dans cette affaire. Oui, mais parce que celui à qui il donne l'ordre d'aller commettre tel forfait, s'il le refuse, si sa vie en dépend, ou la vie de sa famille en dépend, ou son bon séjour dans le coin, dans le village, en dépend. Mais cas de force majeure... Obligé de le faire? Ah oui, cas de force majeure. Okay, parce que l'instinct de survie, là, c'est un instinct qui est parfaitement humain. Ok, d'accord. Ah oui. Ne pas mourir pour un autre. Ok. Je reviens à vous, Amadou Traoré. Quel regard portez-vous sur ce genre de situation? Il faut faire justice, mais on sait qu'il y en a plein qui ont commis des actes, ou bien qui commettent des actes qui ne sont pas vraiment à la base de la planification de ces actes-là. Ils sont aujourd'hui face peut-être à la justice. Comment gère-t-on selon vous? Ok. Vous permettez d'évoquer une ligne directrice, au terme de quelle ligne je vais donner mon point de vue. Ok, d'accord. Pour dire que dès lors que les peuples se sont retrouvés en société et des règles qui ont été posées pour la vie ensemble. Et chaque fois qu'il y a une infraction à ces règles, il revient à la justice de sanctionner. Avant, c'était des censeurs, ce n'est pas la justice telle qu'on connaît actuellement. Mais pour dire que je suis d'accord avec mes prédécesseurs, qu'on ne pourrait pas régler les infractions, la violation des règles sociales sans justice. Maintenant, quelle justice? Toute la question, c'est ça. Oui, c'est la question. Actuellement, nous sommes dans un état de droit. Il est hors de question, effectivement, qu'on règle également la justice dans un état de droit sans envisager, en tout cas, l'application de la loi et du règlement. Mais selon qu'on soit en période de paix, en période de crise ou en sortie de crise, la justice va être rendue différemment. En période normale, la justice est rendue normalement. C'est-à-dire qu'elle s'applique. Quand nous parlons de réconciliation, c'est généralement dans des périodes de frustration. Oui, je viens. J'ai fait une petite logique. C'est pour ça que je vais faire une logique. En période de paix, il n'y a pas de problème. La loi s'applique intégralement. Mais en période de crise, la justice disparaît. Elle est en difficulté. Et c'est, comment dirais-je, d'autres corps sociaux qui font la loi, comme on dit, c'est la loi du talion. On règle le compte seul. La justice disparaît lorsqu'il y a une crise. Et lorsque la crise finit, et c'est là actuellement que nous intéresse, lorsque la crise finit, il faut que la justice reprenne son travail pour sanctionner. Et c'est là toute la difficulté. Nous parlons état de droit. Et nous venons, je prends le cas du Burkina, nous sommes sortis essentiellement d'une crise. Et nous parlons de réconciliation parce que quand on parle de réconciliation, il y a certainement une crise. Alors, quelle est la justice applicable? Lorsqu'un État sort de crise, je vais à l'extrême, une guerre ou bien une crise profonde. C'est notre crise aujourd'hui, on considère qu'elle est multidimensionnelle, une crise profonde. Il y a
la possibilité, disons, de juger tout le monde au regard de la loi connue. Oui. Mais si on doit juger ceux qui sont considérés comme les bourreaux, ceux qui sont considérés comme les coupables, en appliquant uniquement à eux la loi et le règlement, il se trouve que l'objectif recherché, qui est au sortir de la crise-là, la vie en commun, la reprise du développement, peut avoir des problèmes. Ne perdons pas de vue que dans la société traditionnelle, on rendait la justice en tenant compte de la vie en commun que la société, la plus sociétale devait faire ensemble. La société s'est élargie. On n'a plus que le droit. Mais quand on sort de crise, on ne peut pas se permettre de faire, puisqu'en le faisant, il y a une certaine chose. Soit, l'autre jour, lorsqu'on était sur le plateau, le professeur a dit quelque chose, c'est vrai. Le bourreau d'aujourd'hui peut avoir été la victime d'hier. Oui. La victime d'aujourd'hui peut avoir été le bourreau d'hier. Ça veut dire qu'il y a une implication telle que c'est par vengeance que certains actes sont passés. Il est difficile que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais qui a les moyens de sanctionner l'autre là, soit tout blanc. Il y a cet aspect. De deux, il y a le fait que lorsqu'on sort des crises, les victimes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont vindicatifs. Vindicatifs, c'est quoi? Ils veulent d'abord qu'on juge le coupable et qu'on lui accorde une réparation. Mais l'État a d'autres objectifs. L'État, c'est retrouver la cohésion sociale, reprendre les activités, le développement et la paix sociale. Alors, comment concilier ceux qui veulent la justice, la vengeance, les réparations et l'objectif commun à la communauté entière de retrouver la paix sociale et de reprendre le développement, en ne perdant pas de vue que si jamais le développement ne prend pas, c'est-à-dire qu'il y aura une autre crise plus profonde. C'est pour ça que lorsqu'on sort de crise, il est difficile d'appliquer la loi et les règlements tels qu'en période de paix. Parce qu'en l'appliquant, d'abord même ceux qui sont considérés comme les coupables peuvent avoir encore une capacité de nuisance qui peut faire qu'en voulant leur appliquer intégralement la loi et les règlements, les sanctionnant, les affrontements peuvent reprendre. Voilà. Donc, il faut être cool, comme on le dit, appliquer la loi, en tout cas d'une manière, en tenant compte des sensibilités, de l'objectif de reprise de la vie ensemble. Ce qui fait qu'il est difficile, lorsqu'on sort de crise, ça là, je voulais venir, qu'on veuille appliquer la justice telle qu'on a aujourd'hui. Oui. Et mieux, permettez-moi de définir cet aspect. Et nos États ont adhéré à ce qu'on appelle les statuts de Rome. Oui. Les statuts de Rome, c'est ce qui a créé le Burkina. Je prends des cas spécifiques du Burkina. Le Burkina a adhéré, je crois, au statut de Rome en 2004. Et le statut de Rome date de 1998. Le Burkina y a adhéré. Et le statut de Rome, c'est quoi? C'est une justice complémentaire à laquelle le Burkina peut faire recours pour gérer certains dossiers pour lesquels le pays a des difficultés à trouver des solutions ou pour lesquels les bonnes solutions n'ont pas été données. Et la justice, la CPI peut demander au Burkina, non, mais vous n'avez pas pu donner les bonnes solutions à ça, je veux que vous me rétrocédez. Et le Burkina accepte. Mais le Burkina, l'autorisation revient au Burkina d'accepter ou pas. Okay. C'est une justice complémentaire à laquelle le Burkina a adhéré et le fait. Ensuite, si vous êtes capable d'adhérer à une justice complémentaire, externe, des statuts ont été élaborés en vote ainsi, vous allez adhérer en disant que non, j'accepte qu'en l'occasion, certains de mes compatriotes soient jugés par cette juridiction. Alors, parce qu'il y a des cas de figure dans lesquels nous ne sommes pas capables, soit notre juridiction n'est pas suffisamment élaborée, soit nous n'avons pas les moyens de juger. C'est-à-dire que juger, par exemple, souvent des criminels, ça peut prendre plusieurs milliards. Et le pays n'a pas ça là. Donc on peut envoyer certains là-bas. Si le pays est capable de faire ça, pourquoi en interne, nous ne sommes pas capables également de mettre en place une juridiction pour diverses raisons qui puisse juger un certain nombre de cas, notamment les crises profondes, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, lorsque une crise trouve sa source dans les temps, très loin dans les temps, ou si je disais que ceux mêmes qui gouvernent aujourd'hui peuvent être concernés par la chose, et surtout, au regard de la situation aujourd'hui, l'objectif de développement, la reprise de l'économie. Donc, pour ces diverses raisons, alors, je pense qu'il faut appliquer une justice, disons, dérogatoire de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et du reste, le professeur l'a dit tout de suite, quand on regarde dans la nuit des temps, au temps du président Blaise Compaoré, on a mis en place un collège des sages qui a fait des propositions, on a accordé des dédommagements, des réparations pour éteindre certains dossiers politiques.
c'est passé. On n'a pas tout fait. Non, on n'a pas tout fait. Ouais. Mais je dis l'exemple, dès lors que ça a été accepté, ça veut dire qu'il y a une justice dérogatoire, la justice institutionnelle qui a été appliquée. Et ça donne des résultats. Donc c'est ce modèle que vous préconisez. Ensuite, sous la transition également. Lorsque la transition est partie, on a mis en place une commission de réconciliation nationale qui a fait des propositions visant à accorder des réparations à certaines personnes. Lorsque déjà, sans aucun jugement, on demande d'accorder des réparations à des victimes, on sort du cadre de la justice. Parce que la justice institutionnelle, d'abord, il y a un jugement et ensuite, il y a une réparation qui est accordée à la charge du coupable. Mais, au temps du président Compaoré et sous la transition, au sort de la transition, on a préféré accorder des réparations, par exemple, les victimes de l'insurrection. On a proposé de leur accorder des réparations, la prise en charge de leurs soins, sans aucun jugement. Ensuite, ceux qui ont perdu leurs biens à cause des incendies, on a estimé qu'ils doivent prendre attache avec les Hajj-Kouroun pour bénéficier des réparations sans jugement. Ça veut dire que, de part et d'autre, on a privilégié des modes dérogatoires de la justice institutionnelle pour trouver des solutions. Quand on parle de justice traditionnelle, beaucoup arrivent à contester, mais non, c'est une justice qui est rendue pour tenir compte de certaines sensibilités, des rapports de force et d'autres éléments. Oui, mais M. Traoré, ce que je voudrais savoir, Maître Alilou Ouedraogo n'est pas parmi nous, il s'est excusé, mais il défendait l'autre fois le fait qu'on puisse faire marcher les choses par une justice moderne, et qui juge et qui situe les responsabilités pour condition que ceux qui jugent soient vraiment des gens qui respectent les textes, des gens qui ne prennent pas parti. Alors, dans votre modèle de proposition, pensez-vous que la justice telle que proposée par ceux qui défendent peut-être une justice pure et dure puisse marcher? Ok. Je ne pense pas que ça puisse marcher pour une raison simple. Il y a des dossiers, je ne vais pas revenir sur les dénominations, qui font plus de 30 ans maintenant. Ouais. Si on a estimé que le régime Compaoré portait des entraves, le président Blaise Compaoré n'est pas là depuis au moins 6-7 ans. Ouais. Ces dossiers ne sont pas jugés. Ouais. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc ce n'est pas forcément la justice qui a fait défaut? Ce n'est pas la justice qui a fait défaut. En fait, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'il faut trouver d'autres moyens. Puisque, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire que tout le monde, il y a des choses aujourd'hui sur le plateau que nous ne pouvons dire et que certains n'auront pas le courage de dire. C'est un peu ça. Il y a des vérités que certains connaissent et qui ne sont pas capables de dire, ou alors qu'on n'est pas capable d'aller chercher pour dire ces vérités. Donc, le dossier traîne. Sinon, lorsque tout de suite vous voulez quelque chose, on vous attrape, on va vous juger. Ouais. Alors, lorsque ça traîne, il y a des interférences. Et souvent, certains éléments même concernés ne sont plus en vie. Ouais. Ou bien, par la force des choses, nous ne sommes plus dans le camp où ils étaient auparavant. Donc, ça rend difficile la situation. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut trouver d'autres éléments. Et d'autres éléments, c'est quoi? C'est que lorsque nous voulons aller à la réconciliation, nous avons fait une tentative de réconciliation avec le président Compaoré, avec le collège des sages, ensuite sous la transition. Mais nous sommes au même départ et il y a d'autres éléments qui sont en train de s'appuyer. Il y a des dossiers qui sont passés par toutes ces tentatives mais qui sont toujours là. Et qui sont toujours là. C'est pour dire qu'il nous faut trouver un plancher. Le plancher, et c'est quoi ce plancher? C'est la grande question. Le plancher se trouve en appliquant autre chose que le droit habituel là. Parce que là, j'entends certains dire non, on a une démocratie, on ne peut pas faire ça. Tout système doit avoir les moyens de trouver des solutions à son dysfonctionnement. Puisque je suppose que lorsque les crises viennent, des crises de gouvernance, puisque tout ça, on va à la réconciliation, parce qu'au départ, il y avait la cohésion. Ensuite, la cohésion s'est effritée. On cherche à aller à la réconciliation maintenant. Mais on dit de la démocratie, on ne peut pas faire. C'est pas vrai. Oui. Tout système doit avoir les moyens de trouver des solutions à son dysfonctionnement. Aujourd'hui, on est en démocratie, c'est vrai. On doit appliquer la loi, ok. La loi et les règlements, ok. La justice, ok. Mais si la justice ne peut pas aller au bout, il faut trouver le seuil. Et du reste, je suis heureux. Il y a 1 ou 2 semaines, le professeur était à un dialogue politique avec le CID. Il y a une représentante du ministère de la Justice qui a ressorti qu'il est difficile d'aller à la réconciliation avec la justice institutionnelle actuellement. C'est grosso modo ce qu'elle a dit. C'est pour dire que chacun est conscient que l'application de la justice telle qu'elle se trouve aujourd'hui va être difficile pour aller à la réconciliation. C'est pour ça que nous pensons qu'il revient à chaque pays d'instituer une justice. Parce que quand on parle de justice traditionnelle, c'est rébutant pour les gens. Mais ce n'est rien d'autre que la justice classique, la justice traditionnelle. Et d'autres éléments qui sont ajoutés à ça
pour trouver une solution en dehors même. Pour privilégier le vivre ensemble. Pour privilégier le vivre ensemble. Mais tout cela doit être institué par la loi. On ne peut pas de façon sauvage comme ça appliquer autre chose que la justice institutionnelle. Professeur, aller à la justice transitionnelle, d'accord, mais est-ce que quelque part on n'est pas en train d'encourager une certaine impunité? Parce que, comme on le dit, on ne pourra pas juger tout le monde, on ne pourra pas vouloir trancher avec tout le monde. Finalement, est-ce que ce n'est pas les plus faibles qui seront jugés? Quelque part, est-ce qu'on n'est pas en fait en train d'encourager à un certain niveau une certaine impunité? La justice transitionnelle ne rime pas avec impunité. Loin s'en faut. Quelle que soit la forme de justice que nous allons adopter, il faut que nous ayons des juges impartiaux, neutres, honnêtes, au-dessus de la mêlée, qui ne sont impliqués ni dans les crimes, ni dans les détournements, et qui n'ont pas intérêt lié à ce qu'on doit juger. Ça, c'est vraiment l'une des premières conditionnalités si on veut d'une véritable justice, qu'elle soit classique ou qu'elle soit transitionnelle. Et dans nos pays aujourd'hui, pensez-vous que c'est réel? On a des juges honnêtes. On a des juges acquis, c'est vrai, mais on a aussi des juges honnêtes qui font leur travail et il y en a même qui sont morts pour ça. Et maintenant, sur quelle base arrive-t-on à les déterminer? Si c'est ceux qui sont là qui doivent choisir les juges, vous ne pensez pas qu'ils vont prendre ceux qui sont là? Dans le cas du Burkina, les juges se connaissent. Il y a des juges qui traînent des casseroles, mais il y a des juges qui ne traînent aucune casserole. On les a vus dans leur parcours. Et quand on parle de justice transitionnelle, il y a des hommes de référence et des femmes de référence dans ce pays que l'on peut convoquer et mettre à contribution pour qu'on puisse juger le maximum de personnes afin que cela ne traîne pas des années et que cela ne coûte pas la peau des fesses aux justiciables. C'est ça aussi l'un des avantages de la justice transitionnelle. C'est son caractère un peu plus diligent et c'est son caractère qui permet de juger le maximum de personnes dans un laps de temps et à un coût relativement réduit, avec aussi un objectif, c'est de pouvoir atteindre la vérité, la réparation, et qu'au sortir de tout cela, les différents protagonistes puissent continuer de vivre ensemble. Maintenant, c'est l'aspect vérité. L'aspect vérité, on fait ça comment? Moi, je viens avouer que, ben voilà, c'était dans telle circonstance que j'ai fait ci, et puis, bon, on me pardonne ou bien? Comment ça se fait? On me dit, bon, tu as mal fait, donc tu vas en prison, et puis l'autre, on le pardonne parce que lui, il a reçu les ordres, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais bien sûr, dans ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont fait des choses malgré eux. Mais il y a des gens qui ont fait des choses de façon volontaire, consciente, par des intérêts précis. Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre ces personnes-là sur le même pied d'égalité. Donc, dans ces affaires-là, toute forme de justice doit savoir quels sont les véritables coupables et quels sont les porteurs d'eau. Les porteurs d'eau sont souvent les plus nombreux. C'est souvent même eux qui tirent sur la gâchette. Mais c'est le menu fretin. Oui, mais généralement, c'est celui qui tire sur la gâchette qui a commis l'erreur. Au niveau de la victime, par exemple, des proches de la victime, est-ce que vous pensez que nous, on va accepter que, bon, celui qui a tiré, on dit, bon, lui, il a reçu des ordres et puis on le laisse? On va accepter parce qu'on est tous des humains. Si quelqu'un met un pistolet sur votre tempe, il dit de violer cette femme, oui. Vous allez faire quoi? Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si vous ne tenez pas à votre vie, vous ne la violez pas. Oui. Mais si vous tenez à votre vie, vous allez la violer. Mais voilà. Est-ce que c'est un acte volontaire? Effectivement, ce n'est pas un acte volontaire. Si on doit vous juger, il y a des circonstances atténuantes. Oui, mais dans la justice moderne, dans la justice classique aussi, il y a les circonstances atténuantes qu'on prend en compte. Mais bien sûr. Mais c'est pourquoi je dis, quand les crimes sont massifs et commis dans un temps large, vous n'avez pas une frontière tranchée qui dit voici les bourreaux, voici les coupables. Tu t'es mêlé. Dans ce qui s'est passé au Burkina, il y a des gens qui ont été considérés comme des coupables jusqu'à l'insurrection. Ceux que l'insurrection a emportés se sont retrouvés être des victimes. Voilà. Parce que leur bien a été emporté. Mais oui. Pas simplement leur bien. Il y en a qui ont perdu la vie.
Et donc, ceux qui sont venus pour se faire justice, mais c'est des criminels. Mais eux aussi, ils se sont comportés comme ça parce que par ailleurs... Oui, mais est-ce que ça, ce n'est pas provoqué par le fait qu'on n'ait pas rendu justice peut-être plus tôt? Mais justement, voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, si on veut aller à la justice, qu'on prenne en compte tous les paramètres. Ce qui permet de juger massivement ceux qui se sont retrouvés dans cette situation en tenant compte de la complexité de notre société et puis de faire la part des choses entre ceux-là qui ont été les concepteurs, les donneurs d'ordre de cette violence-là. Ils ne sont pas nombreux. Et eux, la justice classique peut s'en occuper, ils peuvent prendre tous les avocats qu'ils veulent et puis on leur donne toutes les conditions pour que cette justice se fasse parce qu'ils ne sont pas nombreux et cela peut être jugé. Mais la grande masse, vous ne pouvez pas les juger avec la justice classique parce que ce n'est pas possible. Okay. Konomba Traoré? Le caractère même premier de toute justice, c'est l'impartialité. Oui. Qu'elle soit quand traditionnelle, quelqu'un a des intérêts dans une affaire, vous le mettez à juger cette affaire, sa décision peut être considérée comment? Il y a assez d'hommes et de femmes ici, comme le professeur l'a dit, qui inspirent confiance de par leur comportement même quotidien. Et si on demande par exemple à la justice de faire ce travail-là, de composer, hein, le collège des juges, entre eux-mêmes, ils se connaissent, chaque jour, là, ils se connaissent. Ils vont vous sortir ça. Mais c'est lorsque le politique se mêle de cette affaire-là qu'il va vouloir dire, bon, nous, on a combien à proposer, nous, on a combien... Ils proposent des gens qui leur sont liés, quoi. Bon, donc, or, vous voyez, la vérité, c'est également le caractère de la justice. Et la justice traditionnelle, elle repose sur quoi? Même les chefs de village et les chefs de terre, ils vont vous dire que c'est le culte des ancêtres. Ah oui, qu'ils jugent au nom des ancêtres. Parce que les ancêtres sont incorruptibles. Donc, par là, on suppose que le juge sera impartial. Ah, bien sûr. Mais il arrive des fois... Oui, mais parce que là-bas, avant de rendre... Il y a des manières de rendre la justice traditionnelle. Hein. Bon, on vous fait jurer. Hein. Si vous ne dites pas la vérité, on vous fait jurer sur la terre et les ancêtres. Même à la justice, là, on dit, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, etc. Un problème de champ entre deux familles. C'est le champ de mon père, toi, tu as pris une partie, etc. Mais on amène les gens sur le lieu, là-bas, et on dit, vous dit, bon, tu dis c'est le champ de ton père, il faut jurer. Juste sur cette même terre-là, et de l'autre. Et vous allez voir que celui qui ne va pas jurer là, il sait depuis qu'il a tort. Oui, mais il y a des cas aussi où on croit avoir raison et puis on va jurer. Mais ça, c'est tant pis. Si vous jurez, finalement, alors que vous savez que vous avez tort, ou, c'est non, on ne savait pas qu'on avait tort, parce que peut-être mon papa m'a dit que c'était à lui, donc moi je défends que c'est à mon papa, et moi je viens jurer. Mais c'est tant pis, parce que si votre papa vous a menti, ça vous regarde. Dans les semaines qui suivent, on va voir. Oui. Et parce que là, on n'est pas en train de se vider la population pour rien. La punition des ancêtres, là. Oui. Ah, mais c'est la mort. Bon, est-ce que tu vas accepter mourir en mentant? Ben donc, voilà pourquoi la justice traditionnelle s'imposait. Mais aujourd'hui... Et le gendarme de cette justice-là, les gardiens précieux de cette justice, c'est le culte ce sont les ancêtres. Le professeur a dit tout à l'heure que la justice moderne traîne. La justice traditionnelle ne traîne pas. Est-ce que si la justice moderne traîne, est-ce que ce n'est pas par manque de volonté politique? Est-ce que ce n'est pas par manque de volonté politique que la justice moderne traîne? Oui. Mais parce que il y a les procédures. Hein. Voilà. Les procédures, c'est comme on dit que l'administration est lente. L'administration et la justice, bon, ce sont des choses lentes parce qu'il y a des procédures. Il faut passer par des étapes. La procédure fait que c'est long forcément. Et vous ne pouvez pas sauter certains éléments, certaines procédures. Bon,
de par la nature même de l'organisation de la justice moderne, elle ne peut pas être autrement que lente. Si on doit respecter les procédures, et on a obligation de respecter la procédure, parce que sinon il y a faute. Bon, donc, la justice traditionnelle va plus vite parce qu'elle a des gardiens de cette justice-là, et l'impunité et la corruption ne sont pas de règles là-bas, n'ont pas leur place là-bas, parce que les ancêtres sont là qui veillent. Mais face à une société aujourd'hui qui a tendance à la corruption, est-ce que cette justice traditionnelle est aujourd'hui encore incorruptible, comme vous voulez dire? Eh bien, bon, je souligne aussi que lorsque dans le village, les gens n'ont pas pu s'entendre, le chef de village n'a pas pu trancher, c'est dans ce seul cas que ça part devant la justice moderne, les préfets et consorts. D'ailleurs, les chefs de village et les préfets, ce sont des auxiliaires de la justice, on dit. Ce sont des auxiliaires de la justice qui favorisent les opérations de justice. Bon, qui favorisent quoi? Bon, donc, aujourd'hui, face à la justice moderne, qui a pris une grande importance d'ailleurs, les gens s'en foutent. Dans un village aujourd'hui, quand les gens ont des problèmes, ils partent déposer plainte quelque part, ils sortent même. Oui, la justice traditionnelle, le chef du quartier, le chef du village. La justice traditionnelle. Vous voyez? Oui, mais moi, ma question, si nous en alors que, moi, je pense que la justice moderne, là, devrait obliger les gens, quand dans un village, un problème se passe, obliger les gens à avoir recours d'abord à la justice traditionnelle. Maintenant, nous en venons au niveau de l'État. On n'a pas la même culture. Sinon, elle est submergée par les petits problèmes que les chefs de village et les notables du village, même les chefs de quartier peuvent résoudre. Est-ce que vous pensez que le problème de réconciliation, si nous prenons le cas du Burkina aujourd'hui, c'est un problème que les chefs de village peuvent résoudre? Si nous venons à l'échelle nationale, c'est un problème que les chefs de village peuvent résoudre? Moi, je pense. Vous pensez, Amadou Traoré? Alors, le doyen a dit beaucoup de choses, je suis d'accord avec lui. Il y a certains points que vous-même vous avez évoqué, la question de la volonté politique. Elle est déterminante en matière de réconciliation. Il revient à l'autorité gouvernante d'avoir suffisamment de volonté politique pour faire aller les choses dans le sens qu'elle veut. Même si on sait que cette justice va nous emporter. Sinon, si l'autorité ne prend pas les soins d'amener la justice, la réconciliation dans le sens qui est souhaitable pour l'ensemble de la collectivité, il y aura d'autres crises qui vont s'ajouter. Et c'est pour ça que je salue actuellement le processus qui est en cours. Également, le doyen a parlé de justice traditionnelle. C'est exactement quand on parle de justice traditionnelle, je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble, les bonnes pratiques des justices traditionnelles dans le pays qui sont associées à d'autres éléments, à la culture haute là, pour faire ce qu'on appelle une justice traditionnelle. Donc ce n'est pas un seul modèle, on va prendre de toutes les cultures. Il n'y a pas un seul modèle de justice traditionnelle. La justice traditionnelle est appliquée en Côte d'Ivoire, ce qui est appliqué en Afrique du Sud, ce qui est appliqué au Rwanda, ce qui est appliqué en Centrafrique, c'est différent. Il revient à chaque pays, au regard de sa tradition et puis du contenu qu'il veut donner, de créer un cadre pour faire juger, régler certains problèmes par d'autres juridictions autres que la juridiction classique. Également, dans ça, ce qui est important, c'est la réparation. La réparation est déterminante en matière de règlement des conflits. C'est même la justice institutionnelle. À un certain moment, elle est obligée d'accorder des réparations. Mais dans la justice autre, ce qui est dérogatoire de la justice institutionnelle, la réparation tient une bonne place. Je disais tantôt, lorsque les chambres africaines extraordinaires ont jugé Hissène Habré, alors l'Union africaine s'est engagée à payer des réparations, en plus de ce que Hissène Habré devait même payer. Les chambres africaines sont engagées à payer des réparations aux victimes. Ensuite, lorsqu'en Côte d'Ivoire... Quel est en fait l'apport de ces réparations? Non, l'apport de si la justice est dite. Ça permet... dans le principe. Les réparations permettent à l'individu, à la victime, de devenir quelqu'un. Est-ce que finalement on n'est pas en train d'octroyer, peut-être d'échanger son pardon avec de l'argent ou bien avec une réparation? On ne change pas les pardons. Vous voyez, pour qu'on puisse pardonner même, il faut qu'on est dans un état d'âme qui permet de pardonner. Lorsque le soutien des familles, pour diverses raisons, nous sommes en violence en politique, disparaît par une violence en politique, et que les enfants ne partent plus à l'école, la famille
n'a pas de ressources pour vivre. Vous pensez qu'aujourd'hui, si pour une raison on arrive à accorder à cette famille-là un logis décent, que les enfants puissent partir à l'école et qu'il y ait des revenus, que la famille puisse vivre, la personne qui arrive à faire ça et qui va voir la famille pour dire oui, il y a eu telle situation, nous devons avoir ça derrière nous, mais au nom de la République, voilà ce qu'on peut vous accorder. Nous voulons que vous pardonniez afin que les pays puissent avancer. Ça va aller plus sur une administration où finalement... Qui doit demander pardon? Le coupable ou bien celui qui est devant? Non, je l'ai toujours dit depuis la dernière fois, le pardon ne doit pas être enfermé dans une conditionnalité. Je suis d'accord avec le professeur que tout n'est pas aussi net. Moi, je dis chaque fois qu'on enferme le pardon dans une conditionnalité, il y a des difficultés. Soit, celui qui est le coupable, il vient vous demander pardon. Vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont il vient rendre le pardon. Donc vous n'êtes pas satisfait. Ou bien alors vous pouvez estimer que non, au regard des faits, je ne peux pas lui pardonner. Alors il faut qu'une autre personne puisse venir demander pardon au nom d'un corps social plus élevé que la seule personne qui n'a pas voulu ou bien qui n'a pas pu le faire comme vous le souhaitiez. Est-ce que ça ne cache pas aussi un certain manque de volonté de la personne qui devrait le faire? C'est pour ça qu'il dit que nous sommes tous des croyants. Et dans la religion, le pardon n'est pas enfermé dans une conditionnalité. Ce serait une bonne chose que le coupable vienne demander pardon et que la victime l'accorde. Mais supposons que le coupable vienne demander pardon et que la victime ne l'accorde pas. Qu'est-ce qui arrive? On n'est pas obligé aussi de pardonner. On n'est pas obligé de pardonner, mais en ce moment, lorsqu'on recherche la réconciliation ne va pas lieu. La réconciliation est essentiellement entre les mères des victimes. Dès lors qu'elles acceptent que pour moi c'est fini, parce qu'aujourd'hui, on oublie qu'il y a des dossiers emblématiques, je ne vais pas les citer, qu'on tient à bout des bras. Mais il y a d'autres personnes qui sont mortes, des morts plus violentes, qui n'en parlent pas. Effectivement. Qui n'en parlent pas. Donc c'est pour dire qu'il y en a qui ont tous les moyens de passer outre. Au-delà de ça, estimer que c'est l'avenir qui est riche. Moi, c'est sur ce terrain, moi je veux qu'on aille. Tous les dossiers difficiles là, c'est vrai, le pays a des difficultés, on cherche à juger certaines personnes, et au fil et à mesure, à un moment, il faut qu'on arrête. Lorsque vous me posez un acte et que je vais me venger d'abord, avant de laisser tomber, je me venge, vous aussi vous voulez vous venger d'abord, on n'en finira pas. À un moment, il faut que l'un de vous, à part de moi, ça s'arrête, il n'y a plus de vengeance. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Ça doit être une décision personnelle? Bon, on peut encourager. Vous savez, souvent il est difficile que quelqu'un prenne. C'est pour ça, dans mon livre, là, j'ai demandé quoi? J'ai demandé à ce que le président Kaboré, la réconciliation lui revient, seul de faire les approches auprès des familles de ces emblématiques là, et les voir pour dire, si vous estimez que vous n'avez pas eu tout le pardon, vous allez se dire qu'on veut vous demander pardon, c'est fini, ça n'a pas été fait, du temps s'est écoulé. Au nom de la nation aujourd'hui, vous voyez depuis 5, 10, 15, 20 ans, la nation termine ce dossier, il est temps que pour même que la famille, que vous ayez en paix, que vous puissiez faire le deuil. Moi, je vous demande au nom de la nation, ne regardez pas telle ou telle situation, voilà ce que moi je vous accorde. Alors, avec ça, Colomba Traoré, on va revenir à Colomba Traoré. Vous aviez posé la question à savoir, mais est-ce que les autorités coutumières peuvent... Oui, justement. Mais dans une de mes émissions, moi, j'avais proposé même que l'Afrique s'organise, qu'il y ait un conseil africain de la chefferie traditionnelle. Parce que les problèmes même que nous amenons à l'Occident, en Occident, pour nous réconcilier, pour faire nos crises, pour résoudre nos crises là. S'il y avait une structure comme ça au niveau de l'Union africaine, ces problèmes-là seront résolus facilement. On n'a même pas besoin d'aller à l'extérieur. Mais ça, est-ce que ce n'est pas un projet à long terme? Au plan national ici, s'il y a le Conseil national de la chefferie traditionnelle, c'est parce que chaque chef, il est chef chez lui. Vous voyez? Mais si on met en place le Conseil national de la chefferie traditionnelle, vous prenez le Moronaba, le roi du Yatenga, le Dima du Boussoma, le roi de Fada, les chefferies à l'ouest là, le Fama de la Soba, ainsi de suite. Quand même, il y a des chefferies là qui peuvent, on peut faire un conseil de la chefferie traditionnelle. Vous croyez que ce problème-là de crise-là, les chefs traditionnels vont se réunir à Ouagadougou, chez le Moronaba. On ne va pas trouver la solution à ça. Et puis, ce conseil-là va appeler des gens pour les réconcilier, ils vont refuser. Vous pensez? Ce sont des gens qui ont une autorité morale forte. Plus forte même, disons, que nos autorités politiques là. Ah oui, la preuve c'est que nos autorités politiques, quand il y a des problèmes dans le pays, on s'en va chez le Moronaba aller voir.
Allez voir là-bas et puis ça se résout, non? Ou bien? Donc, on peut implanter le même modèle à l'échelle nationale. Comment? On peut implanter le même modèle à l'échelle nationale. Ok. J'ai encore une question, professeur. Est-ce que, pour revenir aux petits détails tout à l'heure, le pardon peut se décréter si c'est le président qui va aller demander pardon? Est-ce qu'on peut décréter le pardon? Non. 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 Le pardon, d'abord, j'ai écrit ça dans un de mes articles. Le pardon n'est pas un acte humain. C'est un acte divin. Ok, d'accord. Ce n'est pas humain, mais c'est divin. L'homme, de par son imperfection, n'est pas à même d'accorder facilement le pardon. C'est une grâce divine. Mais tout le monde n'a pas cette grâce divine. Et voilà, ça ne pose pas de problème si tout le monde n'a pas cette grâce divine. Non, tout le monde n'a pas cette grâce divine. Mais si cette grâce divine, pour vous habiter, il faudrait à un moment donné que vous vous dites, je ne suis pas au-dessus de celui-là qui doit accorder le pardon, tout simplement parce que je ne suis pas un homme parfait. Parce que quand vous accordez le pardon aujourd'hui, c'est en pensant à toutes les fautes que vous avez faites hier ou que vous pouvez faire demain et pour lesquelles vous êtes capable de demander Des du fois, pardon. mais quand on est dans la peau de la victime, on se dit que moi, je ne pourrai jamais faire ça. C'est pas vrai. Mais généralement, c'est ce qu'on pense. Aucun homme, aucune femme n'est parfaite. Ouais. Si on ne se pardonne pas au quotidien, on ne peut pas vivre ensemble. Les dents et la langue sont ensemble, mais il arrive de temps en temps que les dents mordent la langue. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un pardon qui intervient? Quand on est Est-ce que la langue a le choix? Quand on est dans un couple, Ouais. mais s'il n'y a pas une once de pardon, on ne peut pas vivre 2 jours ensemble. Donc c'est dire que c'est une grâce divine que d'avoir le pardon. Ceux qui sont incapables de pardonner, mais sont habités par le diable. C'est diabolique. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Non, moi je vous dis les choses. Si vous êtes dans l'incapacité d'accorder du pardon, mais je ne veux pas dire que vous êtes obligé d'accorder le pardon. Les gens vont au pardon en fonction de leur rythme. Il y a des gens qui accordent le pardon. Ça, c'est important. Il y a des gens qui accordent le pardon sans que vous ayez à demander le pardon. Prenons les Saintes Écritures. Lorsque Jésus était en train d'être crucifié à Golgotha, à aucun moment donné, les Juifs n'ont demandé pardon. Mais qu'est-ce que le Christ a dit sur la croix? Mon Dieu, mon Père, accordez-lui leur pardon. Exact. Mais à aucun moment donné, les Juifs n'ont demandé le pardon. Mais il y a des situations dans lesquelles il faut que vous demandiez le pardon pour qu'on vous l'accorde. Vous pouvez demander, on ne vous l'accorde pas. Donc, il y a des pardons sans condition. C'est ce que j'appelle le pardon divin. Et puis, il y a des pardons qui sont assortis de conditionnalité. Il y a des pardons même où pour l'obtenir, il faut que on vous humilie. Et comme on dit, une faute avouée à moitié pardonnée, si quelqu'un vient avouer ses fautes, il est plus facile de lui pardonner, on dirait. Mais il y a des gens qui avouent leurs fautes et puis on les envoie à la guillotine. Oui, est-ce que ça aussi ne complique pas la situation finalement? Mais je veux dire que les modalités du pardon sont nombreuses. Les manières d'accorder le pardon sont nombreuses et puis on ne décrète pas le pardon. Il y a des gens pour lesquels la rancœur est telle qu'il faut laisser le temps au temps. Oui, mais si on veut régler vite, laisser le temps au temps, je crois que ça va poser problème. Non, je voudrais vous dire, dans notre processus, oui. Le pardon n'est pas inscrit. Oui. C'est justice, vérité, réconciliation. Oui. On peut se réconcilier sans forcément être dans une dynamique de pardon systématique. Pourquoi? Je crois qu'on dit... Non, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le pardon, c'est quoi? C'est quand vous ne nourrissez plus de la rancœur. Oui, mais est-ce qu'on peut ne pas On nourrir n'est pas obligé de faire des déclarations fantastiques à la télé pour dire qu'on a fait pardon. Oui, non, je ne parle pas de déclarations. déclarations. Il y a des pardons qui se font dans le silence. Oui, mais est-ce qu'on peut se réconcilier sans avoir d'abord pardonné? On peut. On peut se réconcilier sans avoir pardonné. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire du fantastique autour de leur pardon qu'ils accordent. Il y a des pardons qu'ils accordent dans le silence, oui, mais dans la prière. C'est toujours le pardon. Oui, mais non. Mais comment vous le savez? Il n'y a pas une déclaration intempestive. Le pardon n'est pas conditionné forcément par une déclaration. C'est une attitude. Dès l'instant où vous verrez que les victimes ne sont plus dans la rancœur,
ne sont plus dans la vengeance. C'est que vous voyez que la cohésion sociale se met en place parce que les gens ne sont plus en train de remuer le couteau dans la plaie. Okay. Il nous reste juste quelques poignées de secondes. Konoma? Effectivement, le pardon, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Dans la société traditionnelle même là, dans la société traditionnelle, dans la religion traditionnelle, et moi je dis que c'est l'animisme qui est la religion de l'Afrique. Ce que nous vivons là, c'est des importations. Oui, mais oui. Donc dans la religion traditionnelle là, les ancêtres même exigent le pardon. Exigent, hein? Je ne dis pas demande, je dis exige le pardon. Ça dit qu'on est obligé de pardonner. Puisque les ancêtres, dans la religion traditionnelle, là, dans la société traditionnelle, les ancêtres viennent directement après Dieu. Après, ce sont les hommes. Donc, c'est un tremplin entre Dieu et les hommes. Or, le pardon est d'abord divin. Comme l'a dit le professeur. Par la suite, ça rejoint le bas. Donc, en passant par le culte des ancêtres, qui ne peut être autrement. Qui ne peut être autrement parce que le culte des ancêtres ne peut pas contrarier Dieu. Dans la religion traditionnelle, c'est dit comme ça. Oui, mais quand vous dites que le pardon ne se décrète pas et que les ancêtres exigent le pardon, on fait comment? Ce n'est pas... On est obligé dans une certaine mesure de pardonner. Tu as pris ça au mot, l'exigence, ça dit force les gens à ce n'est pas de cette exigence. Ok, ça demande à ce qu'on pardonne. C'est une exigence, disons, morale, mystico-morale. Ah ouais, et j'aime bien les termes là. Voilà, et effectivement, lorsque dans la société, le contexte ne permet même pas que les gens viennent se faire pardonner, on peut sauter le pardon et puis aller directement à la réconciliation parce qu'on reconnaît tout de suite que ce n'est pas une étape indispensable. Mais ça va venir avec le temps. Mais non, mais sur place, les gens, dans une société, les gens peuvent reconnaître que les gens viennent demander pardon par exemple. C'est du temps perdu pour rien, ils peuvent se réconcilier. Oui, moi, mon inquiétude, c'est comment se réconcilie-t-on sans avoir pardonné? Mais attendez, moi je voudrais revenir sur des exemples concrets pour laisser les théories. On est pratiquement à la fin, donc pour laisser les théories. Il peut y avoir un incident dans un village grave où il y a eu même mort d'homme. Et puis deux familles ne s'entendent pas. On dépêche le forgeron. Il vient avec sa barre de fer. Il dépose, par exemple, chez la famille de la victime. Il dépose le matin et puis il s'en va. Il vient de déposer le fer là, sur le conflit. Il ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Le conflit est terminé. C'est terminé et la réconciliation arrive. Terminé. Donc on peut même arriver à la réconciliation sans vérité, sans justice. Oui. Si on le veut. Si on le veut. Ok, d'accord. Amadou Traoré, nous avons intérêt même à y arriver. À arriver à cette façon de faire. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs, cette affaire de réconciliation, pardon, tout ça là, je crois qu'il ne faut pas sauter la chefferie traditionnelle. Ok, oui, c'est si on saute la chefferie traditionnelle, on voit que dans le moderne là, ça va très bien. Ok, Amadou Traoré, pour conclure, alors, votre position. D'entendre le doyen. Et lorsque vous voyez sur mon livre une main humaine et un arbre sans poigne, pour dire que autant cela a été possible ici, les 200 points, nous devons aller, j'ai dit, réconcilier le faso, aller au-delà du réel. Tout ce qu'on pense, tous les prérequis, nous devons faire abstraction de tout pour aller à la réconciliation, c'est ce qui est important. Pour l'intérêt suprême du pays. Pour l'intérêt suprême de la nation. Et j'ai dit qu'il faut la volonté politique du gouverneur en chef, qui est le président Roch, et c'est exactement ça. Puisque en voulant démêler ce qui est la manière dont la situation aujourd'hui est difficile, on ne s'en sortira pas. Donc, il est bon qu'on fasse abstraction de tout. Je suis heureux que le doyen dise que le professeur, qu'à un certain moment, et ceux qui sont capables peuvent empêcher les uns et les autres d'aller au bout de leur logique, mais demander, entendez-vous, et ça peut se faire.
Donc c'est un point extrême auquel nous devrons songer pour, en tout cas, la réconciliation dont nous avons actuellement amorcé le processus. Merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions, Amadou Traoré. Merci également à vous, Kolomba Traoré. Il ne faut pas oublier le côté traditionnel, l'aspect traditionnel pour arriver. Voilà, justement. Le professeur, il a parlé du forgeron, puis c'est traditionnel. Okay. Merci à vous également, professeur Albert Ouedraogo, d'avoir participé à ce débat. C'était le deuxième numéro de votre émission Opinion Plurielle. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.